c'est peut-être la finale un petit peu rêvée pour certains, peut-être pas pour tout le monde, mais LeBron KD en finale, c'est pourquoi pas. Les Nets qui l'année dernière ont quand même eu une saison régulière où ça s'est plutôt bien passé. Et derrière en playoff, patatras, on le voit. Donc meilleure attaque NBA, tu m'étonnes John avec cette équipe monstrueuse, deuxième à l'Est, 22e défense. Vraiment Steve Nash, il y a une vraie continuité entre sa carrière de joueur et sa carrière d'entraîneur. Il n'empêche que pendant les playoffs, ils se font sortir par les Bucks de 3 cm, j'ai envie de dire. On se souvient de ce tir de Kevin Durant exceptionnel, mordu de peu. Ouais. Sinon, s'il est 3 cm derrière, c'est les Nets qui passent. Il n'empêche que la blessure de Curry, la blessure de James Harden qui est revenu jouer mais qui était à 40%, a eu raison de cette équipe-là où il s'est passé beaucoup de choses. Et là, Marcus Aldridge, on se souvient, signé en cours de saison. Lui aussi n'a pas fini la saison parce que pour un problème cardiaque. Ça a été une saison frustrante et c'était surtout, même pour nous observateurs, du coup, on a eu du mal à tirer une conclusion de cette saison. Même autour de Steve Nash, il y avait beaucoup d'interrogations autour du coaching. Oui, maintenant il a jamais eu son équipe, tu vois, il a jamais eu son Big Three, ils ont joué, on a fait le compte hier, 8 matchs, 16 matchs, c'est plus ensemble. C'est ça, 8 matchs. Ouais. 8 matchs. En fait, quand il aurait fallu qu'il coach Steve Nash, il y avait trop de blessés. Donc on sait pas trop ce qu'il a dans le bide. C'est quand même une équipe qui, avec... Donc il y a 3 superstars dans cette équipe, on est d'accord. Avec Kevin Durant, qui est sans doute le numéro 1 là-dedans. Avec le numéro 2, James Harden, sur une jambe. Et pas le numéro 3, qui est passé, tu l'as dit, à 3 cm de passer en finale. Contre le futur champion. Voilà, et on se demande ce qu'il aurait... Voilà, on imagine ce qui aurait pu se passer derrière. Moi je veux pas tomber sur Steve Nash parce que là on n'a pas vu grand chose, tu vois, il y a pas de, j'ai aucun motif. C'est pas le but de ma question. Non, mais je sais pas, tu m'as dit on l'a pas vu coacher, etc. Non, mais moi en fait, moi je savais pas ce que Steve Nash. Justement, c'était intrigué de voir Steve Nash. Oui. J'ai pas vu. Voilà, j'ai pas vu encore, tu vois, quand il s'est retrouvé dans des matchs un peu chauds, j'aurais aimé qu'il coach, qu'il s'entraîne. Oui, mais parce qu'il a pas eu les armes qu'on lui avait promis au début. Exactement, il a pas eu les armes. Et la question c'est est-ce qu'on va les voir cette année. Enfin là c'est hyper simple. Cette preview c'est comme les Sixers d'ailleurs. Ben Simmons, pas Ben Simmons, et qui si pas Ben Simmons. Là, c'est Kyrie ou pas Kyrie. C'est hyper simple, en fait, cette preview à faire sur les Nets. Et un échange Ben Simmons-Kyrie, alors. Tu sais qu'il ça marcherait pour le coup. Il y a eu une rumeur là-dessus, comme quoi ça remotivait tout le monde, au final. Ah ouais, c'est clair. Mais bon. Partons pour l'instant, il n'y a pas Kyrie et j'ai l'impression que ça va durer. Partons là-dessus. On va quand même voir les départs et les arrivées parce qu'il y a quand même plein de choses intéressantes. Ouais. L'année dernière, je trouve qu'il y a eu quand même du positif dans cette équipe-là. C'est qu'on a vu que Harden était capable de se muer dans un meneur organisateur, passeur. Alors vrai meneur de jeu, surtout. Même les rares fois où il a joué avec Kyrie, c'était lui le meneur. Exactement. Il a clairement. Et d'ailleurs, Kyrie lui a laissé la main avec grand plaisir. On a quand même vu le retour à la vie de Blake Griffin. Bien sûr. Qui a été quand même héroïque et qui est encore là cette saison. On a vu Kevin Durant avait pris le leadership de cette équipe de manière fantastique. Donc la fin de saison est compliquée, a été dure à avaler, mais il y a du positif à sortir de cette saison. Notamment, j'ai bien aimé aussi Bruce Brown Jr. la saison dernière, qui est le fit parfait, le soldat parfait, alors qu'il est petit sur des pick and roll comme ça. Le soldat pour défendre tout le temps sur la pointe défensive aussi, qui a été le soldat parfait. On va voir les arrivées parce que là, il y a des choses qui m'intéressent. On a vu que notamment avec Patty Mills, cette recrue-là, elle n'est pas bling-bling, mais alors mon Dieu, qu'est-ce qu'elle sonne juste chez les Nets. Surtout en ce moment. Ouais. Avec Kyrie qui risque de pas jouer, t'imagines ? Exactement. L'importance de Patty Mills. Après, on voit Paul Millsap. Donc là, le retour de la Marcus Aldridge, c'est pas rien non plus. Ouais. Non, mais c'est pas que c'est pas rien. Moi, c'est que c'est énorme en fait. C'est ça. D'accord. C'est que j'ai l'impression qu'il est très très fort encore, la Marcus Aldridge. Il est balèze en plus, non ? Ouais. Il est grand de ouf. C'est chelou. Alors sur Bean, moi j'ai commenté le tout premier match de la pré-saison, c'était Brooklyn Lakers. Alors il manquait tout le monde, mais il y avait Aldridge et je l'ai trouvé fort. Il le servait post bas tout le temps, post up, il mettait dedans des petits turnarounds, tout. Je l'ai trouvé fort. C'est pas, on savait pas trop ce qu'on allait retrouver en fait avec Aldridge. Et on n'a pas retrouvé. Il sera pas All-Star cette année, mais j'ai l'impression qu'il est super fort, quoi. Bah, le truc de cette équipe des Nets, c'est que à partir du moment où ils ont assemblé les trois, moi je pars du principe qu'il va jouer, parce que sinon il va pas jouer, on s'en sort jamais. Admettons qu'il joue à un moment donné, donc en playoff il joue. Les grandes questions qu'on se posait, c'est comment ils vont faire pour défendre sur les ailes. Tu vois, si t'es face à un énorme poste 3, c'est KD qui va s'employer, c'est Jeff Green l'année dernière, ou c'est Paul Millsap. Non mais c'est toujours important d'avoir des soldats. Ils ont signé James Johnson aussi dans le roster. Absolument. Mais bon, okay. C'est de la chair à canon. La chair à canon. Ça me fait chier de dire ça parce que c'est un mec, j'ai eu la chance d'interviewer à Miami, qui est d'une gentillesse rare. Et en plus, c'est un énorme casseur de gueule, donc on va pas trop lui manquer de respect. Tout à fait. Donc la première chose, c'était ça. La deuxième chose, c'était un gros problème sur la dissuasion. DeAndre Jordan était l'ombre de lui-même l'année dernière, catastrophe. Il y avait le petit Nick Claxton qui montrait des choses. Le retour d'Aldridge est important justement sur ce poste
poste 5, parce que maintenant c'est Oui. un pivot, Oui. parce que c'est un joueur intelligent, il a énormément progressé en défense du côté des Spurs. Évidemment que c'est pas le meilleur contreur de la NBA, c'est pas ce qu'on lui demande, mais en tout cas dans les rotations, avec Blake Griffin qui est peut-être leur poste 5 titulaire, normalement, Mais ça, eh bien, jouer t'as entre les deux, hein. t'as des joueurs polyvalents qui sont capables de jouer grand par moment avec Claxton ou avec Aldridge, ou plus petit avec un truc. Donc c'est ça qu'il fallait changer dans cet effectif. Ils récupèrent Aldridge, tant mieux, mais j'ai pas non plus l'impression qu'ils aient un upgrade de ouf sur une denrée qui est hyper importante en NBA aujourd'hui. Donc le grand, le rebond, et ainsi de suite. L'autre question, c'était sur Joe Harris, par exemple. Joe Harris qui s'est plus ou moins viandé pendant les playoffs. Et c'est là où plus que moins, quand même. et c'est là où Patty Mills est intéressant. Parce qu'à un moment donné, les 3 stars, bah, si elles sont là, il n'y aura pas de souci. Mais s'il y a des blessures, s'il y a des méformes, il y aura toujours un mec qui va être solo à l'opposé. Si c'est Patty Mills, on a quand même vachement de certitude sur le fait qu'il va bosser, il va bien bosser, il va taffer en playoff. Donc finalement, ils se sont renforcés par rapport à l'année dernière. Et ça, je pensais pas ça possible Tu sais, finalement. quand tu dis tout ça, là, quand on s'écoute, enfin, je vous écoute là en parler, que tu me cites tout ça, là, tous les jours, les uns après les autres, moi, j'ai l'impression que même sans Kyrie, s'il devait pas y avoir Kyrie cette année. C'était ma question d'après. Ah, bah, pardon. C'est très bien. J'ai l'impression que même sans Kyrie, bah, ils sont plus forts que tout le monde à l'Est, en tout cas. Sur le talent, en tout cas, oui. Ils sont au-dessus de Milwaukee. Enfin, est-ce qu'ils sont pas au-dessus de Milwaukee sans Kyrie? Ah ben pour moi, le duo Harden-Durant, C'est fou, hein. ça y a... Mais surtout compléter tout ce que vient de dire Tom. Ça, et tu rajoutes le petit Cam Thomas là, Qui est très fort, hein, qui va être très fort. lui. Ouais. qui met des paniers. Hein. Ouais. Il connaît le chemin. Et c'est important d'avoir des big men. La Blake Griffin, Aldridge, ça marche très bien. Non, vraiment. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on pourrait voir à l'œuvre la plus grande équipe offensive de l'histoire de la NBA. Je regardais un peu les stats avancées sur le rating offensif des Warriors quand il y a Kevin Durant. Donc leur meilleur score, c'était 115-9 en 2018-2019. 115-9. L'année dernière, c'est à 117, les mecs. Ouais. Après, c'est l'évolution du basket aussi. Mais, Non, ouais, mais le rating ne change rien. Pour le coup, le rating, c'est par possession, Ouais. tout est pondéré, tu vois. Ouais. Tu vois, donc on est peut-être en présence de la meilleure équipe de l'histoire en attaque. Ils sont indéfendables, ils ont trop d'armes, du post-up, du pick and roll, des grands qui peuvent mettre des dunks. D'ailleurs, C'est ça qui est dingue. C'est ce qu'on s'est dit pendant. Tu te souviens, en fin de saison, il y avait eu des confrontations face aux Bucks en saison régulière qui avaient été des duels Giannis. C'était fantastique. Durant, on s'était régalé, ça nous faisait saliver de fou pour les playoffs qui allaient arriver. Et par contre, on s'est toujours dit avec cette équipe, dès le début on l'a vu jouer, on s'est dit cette équipe elle gagnera en marquant plus de paniers que les autres. Mais c'est la seule équipe dans l'histoire et elle pour pouvait se laquelle la permettre ça, théorie, exactement. elle pouvait marcher. C'est une théorie qui peut marcher pour moi, pour les Nets. Franchement, ils sont trop forts. La Kyrie l'année dernière, pour le peu de matchs qu'on l'a vu, mon gars, il est dans des soirs d'adresse, en fait, pour toi, c'est un soir exceptionnel, lui, c'est un soir normal. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont absolument aucune faille au complet. Leur faille, c'est si Kyrie peut pas jouer, c'est s'ils ont des blessures. Voilà, mais c'est des si qui... Là, on est quand même en train de se diriger vers un mec qui va pas se vacciner et qui n'a pas envie de jouer, donc c'est quand même compliqué. J'en sais rien. Moi, ça, je préfère même plus. C'est difficile faire de d'avoir pronostic un avis là-dessus. Ça se trouve, on va se réveiller demain matin, on aura une notif de Vosges disant Kyrie s'est fait vacciner, il peut jouer. Tu vois. Donc, en plus, maintenant, j'ai découvert dans le protocole là qu'il suffit que le mec fasse une première dose et tout, il a le droit de jouer immédiatement en fait. Ah ouais. Donc, c'est ça le truc. Il faut même pas qu'il attende les 6 semaines de la deuxième dose, etc. Donc, s'il est vacciné demain, il peut jouer après-demain. Donc, écoutez, on verra. C'est compliqué à lire ce bordel là. Moi, ça me fait pas kiffer d'en parler, mais je sais que toi tu voulais un peu en parler. Moi, ça me fait chier. J'ai envie qu'on parle de basket, ça me casse les couilles. Moi, Kyrie, j'ai du mal à comprendre là, sa com. Après, moi, ses convictions médicales, ses convictions de complotisme. Bon, j'ai du mal. Moi, ce que je vois, c'est que Kyrie Irving, depuis qu'il est parti de Cleveland, c'est très compliqué. Il a foutu le bordel à Boston. Il faut le faire, mettre le bordel à Boston, c'est pas mettre le bordel à Sacramento. Donc, il est arrivé la première année au Nets, il a pas joué avec une pseudo-blessure parce que KD était pas là. Enfin, c'est très compliqué. C'est fou de voir un talent brut comme ça et d'être autant frustré. Je sais plus trop quoi penser de lui. Et c'est pour ça ça sert à rien d'en faire des tonnes autour de ça. Mais moi, je pense que pour revenir sur le duo Harden-Durant, je pense que ça peut te suffire avec les mecs qu'il y a autour à être champion. Moi, j'aimerais bien justement qu'on essaie de se projeter peut-être un peu sur Steve Nash, qu'on a vu notamment la saison dernière. C'est qu'il laissait, on sentait que c'était un ancien joueur, grand joueur, qu'il laissait énormément de liberté en attaque aux joueurs. C'était un coach un peu moderne. On a vu Udoka, je pense, aux Celtics qui risque de faire ça. Billups
notamment aussi avec les Blazers. Je ne sais pas si vous avez senti ça l'année dernière avec Nash, qui laissait peut-être un peu trop d'ailleurs les joueurs libres en attaque. Comme par hasard, c'est ce qu'on appelle les players coach, quoi. C'est les coachs qui jouent pour, qui coachent pour leurs joueurs. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire, mais évidemment des mecs qui ont joué récemment, déjà qui sont jeunes, tu vois, ou Doka, sa carrière de joueur, elle est finie il y a pas longtemps. Steve Nash, pareil, hein, c'est pas Doc Rivers et compagnie. Et il y a ce qu'on appelle des players coaches en NBA, c'est-à-dire des coachs qui sont proches de leurs joueurs, en fait. On peut traduire ça comme ça, tu vois. Tyronn Lue est le meilleur exemple. Bien sûr, t'as raison, exactement. Tyronn Lue, c'est ça, avec LeBron 100%, et même aujourd'hui aux Clippers encore, il l'a été. Enfin, c'est ça, c'est des mecs qui sont proches de leurs joueurs. Je sais pas si vous vous souvenez de l'arrivée de Steve Nash, où il y a cette image dans le vestiaire où Kyrie vient le checker devant tout le monde et lui dit on est fier que tu sois notre coach, etc. Une image sympa d'ailleurs dans le vestiaire qui était hyper cool. Et parce que les mecs respectent ce mec-là, ils savent qu'il y a 10 ans, il y a moins de 10 ans, Steve Nash il joue encore, tu vois. Et ça, c'est un truc qui est bien. Je trouve ça bien, moi. Je trouve ça bien. En plus du renouvellement des coachs, quoi. Parce que le milieu des coachs NBA, on va pas se mentir, longtemps, moi j'ai l'impression dans ma jeunesse, il était un peu consanguin. C'était toujours, on allait pire chercher. Que la Ligue 1 ou pas avec Canal. J'avoue, c'est un peu la même. C'est un peu la même. Mais le fait d'aller chercher, et là depuis 2 ans, c'est vraiment le cas. Il y a plein de nouveaux coachs qui arrivent cette année en NBA, c'est incroyable. Ouais. Il y a des mecs qu'on va découvrir. Wes Unseld à Washington, par exemple, on va découvrir ça, tu vois. Des mecs comme ça, il met Udoka. Bon, ça fait un moment qu'on le connaissait sur les bancs, mais là, il a eu une opportunité incroyable. Des mecs comme ça, je trouve ça bien. Je trouve ça très bien, moi. Je suis d'accord. Mais après, tu vois, le problème des Nets, c'est que le coach est important, mais l'effectif est tellement fort que j'ai l'impression qu'on nous mettrait tous les trois, on aurait des résultats. Tu vois, enfin, l'effectif, il est tellement pléthorique, il y a tellement tout pour t'amuser. Tu sais que je suis en train de me projeter. Nous trois coachs. Tous les trois coachs. Costume les mecs. Costume, je dis pas leur polo de merde. Costume. Voir le pape pour la Saint-Valentin. C'est pas un barbecue du dimanche, leur truc. Hein. Tu rigoles ou quoi? Non, costard, évidemment. Je me posais une question par rapport aux Nets. Admettons qu'ils soient au complet. Comment tu fais pour les battre en playoff? Pour moi, tu peux pas. Mais c'est la théorie que j'avais l'année dernière. Tu ne peux pas les battre au complet. C'est trop. En attaque, c'est trop dur. C'est trop dur. Je sais pas. Après, tu sais, on a des contre-exemples. Hein. Souvenez-vous du Big Three de Cleveland quand ils prennent, quand LeBron revient et qu'il y a Kevin Love, Kyrie et LeBron. Vous vous rappelez, on disait pareil. Hein, on disait c'est incroyable, jamais personne pourra. Et au final, ça a jamais marché cette histoire des trois là. Les trois ensemble, en tout cas, ça a jamais marché. Ils ont été champions après. Il n'y avait pas Kevin Love à ce moment-là. Enfin, c'était compliqué. Kevin Love il est champion, mais dans un rôle de. Voilà, il joue pas. Voilà. Je sais pas, moi pour l'instant la seule vraie association incroyable comme ça qui en attaque a marché pour moi, c'est l'ajout de Durant aux deux foules à Warriors. C'est le seul truc qui a vraiment marché comme ça. Donc moi je suis comme vous, hein, je suis persuadé que c'est méga fort et tout. Impossible de les battre, j'en suis pas sûr, j'en sais rien. Sur une série de 7, hein, moi, bien sûr qu'ils vont pas faire 82-0, mais sur une série au meilleur des 7, vas-y, bon courage. Hein. C'est tellement dur de taper une équipe au meilleur des 7. Il y a Boutaga qui dit est-ce que les Nets sont au niveau des Warriors 2017? Alors c'est différent parce que même si. Alors avec Kevin Durant, quand il est arrivé après, ils ont été moins dans le passing game, mais ils étaient très forts, mais il y avait quand même un vrai collectif, un jeu sans ballon, notamment avec les Thompson. Là, les mecs, t'as qu'à juste leur donner la balle et ça suffit. C'est ce qui est un peu chiant quand on aime le basket un peu bien léché, mais là, quand t'as Kyrie Irving, Harden, Durant, c'est tiens gros. C'est dur de comparer parce que les autres, ils ont joué des matchs, ils ont gagné des titres. Donc on verra, mais sur le papier, oui, c'est du même niveau. Tu vois, il n'y a pas de souci. Sur le papier, c'est tellement incroyable. Mais bon, ça, c'est aussi le problème de James Harden, c'est qu'il est tellement fort dans ce rôle-là de meneur, créateur, pick and roller, ça ne veut rien dire, mais à la fois. En fait, c'est lui qui fait la bascule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il est tellement fort, tellement extraordinaire. Que du coup les autres t'as l'impression qu'eux aussi élèvent leur niveau. Finalement c'est lui qui est trop fort. Il faut proquer beaucoup plus. Hein. Là je me revois quand même les matchs quand ils sont les trois un peu bien lunés, et c'est souvent le cas. C'est fantastique. Mais défensivement, imagine défensivement, parce que on parlait tout à l'heure de système collectif défensif, tu l'orientes là et tout, mais des mecs comme ça, il n'y a rien qui marche avec ces gars-là. Ils sont tellement forts individuellement. C'est quasiment du jamais vu 3 mecs aussi forts comme ça. Et j'ai pas oublié les Warriors de 2017 avec Kevin Durant, mais là, t'as que des créateurs, que les Thompson et moins un mec balle en main et tout. Tu vois, bon, c'était déjà un enfer de défendre sur ces mecs-là, mais là, t'as qu'à faire 1-4 à chaque fois. Tu changes de mec balle en main, et puis tu fais. C'est relou. C'est trop chiant, quoi. C'est relou. Enfin bref, on verra en tout cas si Kyrie Irving revient. On espère évidemment, de toute façon, de voir tout le monde à son niveau. On espère que Kyrie Irving pourra revenir jouer aux Nets et voir ce que cette équipe au complet est fait, parce que sans Kyrie, déjà, on a l'impression qu'ils ont progressé. Si Kyrie revient, ça risque d'être une brave galère, mais c'est en tout cas le feuilleton qu'on va suivre sur les premières semaines de la compétition.